D'aucuns diront qu'un seul jour ne suffit pas pour célébrer la femme. Il faudrait plutôt lui rendre hommage tous les jours de l'année. Mais vous convenez avec moi, chers amis téléspectateurs, que cette date du 8 mars reste juste symbolique. Aujourd'hui, le monde entier honore la femme, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses ambitions, ses convictions. Au-delà de l'aspect festif de cette date, le 8 mars rappelle à toutes les femmes les grands défis auxquels elles doivent faire face. Et Dieu sait que ces enjeux sont immenses. À toutes les femmes alors, je souhaite une bonne fête et surtout une profonde et fructueuse réflexion, toujours dans le but de s'accomplir. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amour des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Un artiste ne meurt jamais, dit-on. C'est vrai, aujourd'hui, Jonas Pedro n'est plus de ce monde. Il est avec les ancêtres, mais son message reste toujours et ce message traversera les époques. Chers amis, vous avez compris, c'est le grand rendez-vous qui s'ouvre aujourd'hui de façon très spéciale, puisque nous sommes aujourd'hui un jour spécial, puisque les femmes sont à l'honneur. Votre émission aujourd'hui vous réserve un menu à 95% féminin, pour ne pas dire 100%, puisqu'il est temps que le genre féminin trouve enfin son compte. Le seul invité homme que nous avons réservé pour vous aujourd'hui vient et bouleverse les choses. On dira donc il au lieu de elle. Parmi les invités, nous n'aurons qu'un seul masculin, mais commençons déjà par présenter les femmes. Raïma Djibril Moriba passera dans la rubrique Expert. Elle est juriste spécialiste des questions du genre et aussi responsable d'une organisation non gouvernementale qui œuvre pour l'émancipation des femmes. Alvin Djogbenou, elle est agronutritionniste. Elle travaille donc dans un autre secteur, le secteur de la santé. Avec elle, on parlera de l'alimentation de la femme allaitante. Elle sera reçue dans la rubrique Nature et bien-être. Sena Joy est une artiste, elle, artiste musicienne. Le nom vous dit quelque chose. Et oui, chers amis téléspectateurs, c'est une des grandes voix de la musique béninoise et l'univers des femmes, tenez-vous tranquille, reste l'une de ses sources d'inspiration
Et puis, le seul coq de la basse-cour répond au nom de Firmin Amadji. Il s'agira pour lui de nous entretenir sur la problématique d'agriculture conventionnelle et de la relation avec la productivité des sols. Voilà, chers amis téléspectateurs, le menu programme de ce grand rendez-vous de ce jour. Mais avant, nous allons faire une incursion à la rédaction, comme à l'accoutumée, pour avoir la synthèse du 1945. Et aujourd'hui, ça se fera avec Amandine Anyamboussou. Amandine, bonsoir. Bonne fête à vous. Bonsoir Karamata Bataou et bonne fête de la femme. À vous aussi, l'autorité du bassin de la Volta réfléchit depuis mardi aux solutions à mettre en place pour entretenir les ressources du fleuve. Ce fleuve est au cœur de plusieurs projets qui réunissent les 6 pays de l'Afrique de l'Ouest qu'il traverse. Les femmes de la radio nationale sont à l'honneur. Hier, 7 mars 2018, c'était l'anniversaire de la création de la radio nationale. L'occasion choisie par notre rédaction pour s'intéresser aux femmes qui y travaillent. Un autre sujet à suivre dans le 1945, c'est le compte-rendu de la séance de travail de l'ONG Afrique Mutualité. C'est une ONG qui entend se battre contre la pauvreté et la malnutrition. Voilà le menu du 1945 de ce soir. Et ce n'est que l'avant-goût, chers amis, pour avoir le développement de tout cela. Restez tout simplement avec nous et vous aurez donc la suite dans moins de 45 minutes avec à la présentation toujours Amandine Anyamboussou. Amandine, à tout à l'heure, donc à vous. À vous, chers téléspectateurs, maintenez votre position de réception. Regardez, BB24, j'annonçais 4 plateaux. Et oui, avec le journal, ça fait 5. Mais commençons par installer la toute première rubrique. Il s'agit du monde agricole. Chaque jour, sa thématique. Aujourd'hui, dans le monde agricole, on parle d'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce qu'on peut entendre par agriculture conventionnelle et quelle est sa relation avec la productivité des sols pour un meilleur rendement? On aura tous les éclaircissements possibles avec notre invité aujourd'hui. Mais avant, je vais vous convier à regarder ce reportage sur la productivité des sols. On regarde. Elle suscite inquiétude au Bénin. La faible productivité des sols pourrait influencer la sécurité alimentaire. Selon une étude réalisée par l'Institut national de recherche agricole INRAB, les signaux sont au rouge dans certains départements. La Liborie est en tête avec seulement 3% des sols ayant un bon niveau de fertilité, contre 91% des sols de fertilité très faible. Dans le Borgou, 2% des sols sont fertiles, contre 93% des sols de fertilité très faible. Dans le Zou, 91% des sols ont un niveau de fertilité très faible, contre 4% des sols fertiles. Les sols béninois s'appauvrissent et l'agriculture conventionnelle est pointée du doigt. Au Bénin spécialement, l'agriculture conventionnelle est caractérisée par l'agriculture itinérante sur brûlis, qui détruit la flore, la matière organique du sol et même les organismes vivants du sol. Également la monoculture et l'absence rigoureuse d'assolement et de rotation. Alors dans notre pays, le Bénin, ces pratiques sont les causes essentielles du niveau de dégradation de nos sols ici. Il faut changer les pratiques pour inverser la tendance. Avec l'utilisation des engrais, on a tendance à croire que donc on a quelques rendements obtenus qui sont un peu améliorés, mais avec le rythme de dégradé dans la Liborie. Dans la Liborie, 91% des sols sont dégradés. Donc, la sécurité alimentaire sera menacée si rien n'est fait. Donc, il faut que le producteur soit formé et appliquer les mesures de gestion durable des sols. Une gestion durable des sols pour renforcer la sécurité alimentaire
au Bénin. Voilà, le tableau est sombre, nos sols, voilà, nos sols sont aujourd'hui très pauvres, n'arrivent plus à donner le rendement qui était donc prévu au départ. Et vous avez eu dans cet élément quelques éléments de réponse à ce grand souci-là des acteurs du monde agricole. Monsieur Amadi, vous êtes ingénieur agronome et aussi géographe, c'est bien ça. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur BB24. Oui, bonsoir à vous et bonne fête aussi. Ah, bonne fête des femmes, merci beaucoup. Merci. Vous êtes très attentionné, hein? On aime ça, la femme aime ça. Oui. Merci beaucoup. Estelle Pazou, bonsoir, bonne fête. Merci, pareil à vous, Karamata Ouattara. Merci beaucoup. Alors, la fête se célèbre aujourd'hui avec un acteur qui va nous parler des sols, la productivité des sols. Oui, on parle d'abord de l'agriculture conventionnelle, M. Firmin Amondi. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'agriculture conventionnelle? Merci. En termes de définition, je vais vous expliquer ce que c'est que l'agriculture conventionnelle. Et pour que vous la compreniez mieux, ça va être par rapport à une agriculture qu'on appelle traditionnelle et à une nouvelle agriculture que nous sommes en train d'appeler agriculture écologique, agriculture propre. D'accord. L'agriculture conventionnelle, vous avez le mot convention. Et quand il y a convention, c'est que vous acceptez, vous admettez faire quelque chose d'une certaine manière. On était dans l'agriculture traditionnelle jusqu'autour des années 60, 1960. Et moi, je me souvenais, dans la région de Savalou, mon père, mon grand-père, on cultivait le coton dans notre champ d'Iam. D'accord. Donc, on cultivait ça. Et dans l'année, il avait à peine 5 gros paniers du coton. Et là, vous voyez que dans le système de l'agriculture traditionnelle, presque toutes les cultures étaient associées. Vous voyez du coton, on cultive dans l'IAM. Il y a du sorgho, il y a le maïs, tout était... Il y avait une association de cultures. Il y avait une cultures. association. Autour des années 70, par rapport à l'attraction du marché, on en est arrivé à dire on va commencer par cultiver le coton en pur. Donc du coup, les cultures qui étaient associées ont été dissociées. Et le coton qui était cultivé en pur, dans son fonctionnement, dans son développement, a commencé par épuiser un peu le sol. Ça, c'est l'agriculture conventionnelle. Et lorsqu'il y a cet épuisement, on a dit, il faut corriger le problème qu'on est en train d'avoir sur cette culture, qui était la culture pivot du système de l'agriculture conventionnelle. Il faut, chez nous, je parle de chez nous, parce que dans certains pays, ça va être la canne à sucre, dans certains pays, ça va être... Il faut commencer par mettre de l'engrais sur ce coton, parce que ça a commencé par épuiser le sol. On a commencé par mettre de la fumée minérale. Vous me suivez? Très bien. Et quand la population, si vous mettez des gens qui sont de même espèce, quelque part, ils vont commencer par presque développer les mêmes maladies, ou bien la maladie de l'autre va passer sur l'un. Du coup, au niveau du coton, on a commencé par avoir plus de maladies. Il faut commencer par les traiter pour stopper ces maladies-là. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une situation où, pour entretenir le champ du coton, il n'y a plus de main-d'œuvre. Il faut mettre des herbicides. Et encore aujourd'hui, parce qu'il faut faire certaines cultures, on n'a plus de main-d'œuvre pour labourer, il faut recourir aux tracteurs qui tassent le sol. Et de façon concrète, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'agriculture conventionnelle est si tant décriée? Elle est si tant décriée parce qu'elle s'est développée en se déconnectant des principes de fonctionnement des éléments de l'écosystème. Si vous voyez le sol, n'importe quel type de sol, vous avez 4 composantes. Vous avez les éléments minéraux, le sable, l'argile, leur proportion c'est de l'ordre de 45%. Vous avez de l'air dans le sol, la proportion c'est de l'ordre de 25%. Vous avez de l'eau toujours dans le sol, la proportion c'est de l'ordre
de 25% aussi. Et la matière organique, qui est l'élément le plus essentiel, c'est de l'ordre de 5%. Avec l'agriculture conventionnelle et avec ce que nous venons tout à l'heure d'observer au niveau du passage qui a eu lieu, et surtout avec nos pratiques agricoles, on a commencé par brûler tous les résidus de récolte. Nous appelons résidus, quand on enlève la récolte, tout ce qui reste comme biomasse, on a commencé par les brûler. Dans ces conditions, les 5% qui permettaient au système de se stabiliser et de fonctionner pour nourrir la plante, ça a été déséquilibré. Et aujourd'hui, les sols sont devenus très très faibles. Vous avez parfois moins de 1% de matière organique. Or, c'est la matière organique qui contient les éléments nutritifs qui doivent se dégrader pour alimenter la plante. Mais finalement, à quoi s'expose-t-on? Dans les conditions d'aujourd'hui et avec tout ce que je suis en train de vous dire, la productivité des sols a diminué. Les récoltes qui étaient bonnes sont devenues médiocres. Et nous avons aujourd'hui de plus en plus de bouches à nourrir. Oui. Et face à tout ce problème que nous avons aujourd'hui, on a encore un autre phénomène de changement climatique qui s'ajoute et qui fragilise l'agriculture conventionnelle. Comment est-ce qu'il faut l'inverser, la solution, la situation? Ça, c'est le débat aujourd'hui, parce qu'il y a une agriculture traditionnelle qui était stable, qui a été laissée déstabiliser. Il y a une agriculture conventionnelle que nous sommes en train de développer depuis quelques décennies. Elle est essoufflée, elle atteint ses limites, et il faut maintenant qu'on tende vers une agriculture écologique, propre, qui n'utilise pas avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques, tous ces éléments que vous utilisez. Vous êtes les femmes. Allez au marché et voyez parfois certaines tomates qu'on achète aujourd'hui. À cause de tout ce que cela a eu comme traitement, en fertilisants chimiques, en pesticides, la conservation est difficile. Et au-delà de la conservation, la consommation nous intoxique. Et nous sommes en train de mourir à petit feu. Donc, nous devons tout faire pour que, si c'est pour le bonheur de nous-mêmes, et pour le bonheur du pays, et pour le bonheur de la terre, et pour le bonheur des hommes de demain, on devrait glisser vers cette agriculture conventionnelle qui s'est asphyxiée, vers une agriculture qui doit être plus propre. Alors, vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte où il faut accroître la production parce qu'il y a beaucoup plus de bouches à nourrir. Oui. Et dans le même temps, la productivité des sols est menacée. Oui. C'est-à-dire, les sols ne donnent plus comme avant. Oui. Et vous dites clairement que l'agriculture conventionnelle n'est plus bonne. Est-ce qu'avec l'agriculture écologique ou biologique, est-ce qu'on peut atteindre la croissance en agriculture? On peut l'atteindre et stabiliser le processus qui est en cours. Mais comment peut-on y arriver? Oui, je peux vous dire que il y a déjà 3 ans, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous intervenons dans un programme de la GIZ, on appelle ça ProSol, protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire. Et nous sommes en train de développer des paquets de mesures. Vous n'êtes pas professionnel, mais nous appelons ça la gestion intégrée de la fertilité des sols. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qu'on brûle avant, il ne faut plus brûler. Il y a des plantes améliorantes, des plantes qui réveillent le sol, comme le niébé, comme le mukuna. Il faut commencer par les utiliser. Nous avons développé dans cette action, dans cette initiative de ProSol, ce qu'on appelle conservation des eaux et des sols. Parce que quand il pleut maintenant, ça ramasse tout ce qui est élément fin vers les bas-fonds. Comment est-ce qu'il faut utiliser ces solutions? Et aujourd'hui, on est en train de travailler dans 18 communes du Bénin. Il est vrai que le défi est grand et que le pays doit pouvoir prendre le bon et prendre la relève parce que la situation de pauvreté, de précarité atteint presque toute la population rurale. Ce n'est pas cette action, ces actions de ProSol, de la GIZ, qui va pouvoir nous permettre de résoudre tout le problème. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a de cela une dizaine de jours, on a fait un atelier national sur la gestion durable des terres. Il y a le ministère du cadre de vie et le ministère de l'Agriculture. Il y a eu certaines résolutions qui ont été prises à cette rencontre et on espère que ça va se traduire dans des mesures concrètes. Et déjà, quelles sont ces résolutions
que les résolutions, c'est que par rapport à la gestion durable des terres, il va falloir que ce programme s'institutionnalise, comme on l'a vu au niveau du Burkina Faso, parce qu'eux, ils ont vécu des situations très, très difficiles. Ils ont vite pris leurs responsabilités. Donc, il faut qu'il y ait une institutionnalisation de la gestion durable des terres. Il faut que les techniciens, toute la structure d'encadrement puissent adopter ces mesures propres de culture. Je vous ai parlé tout à l'heure de la gestion intégrée de la fertilité des sols, la conservation des eaux et des sols. On appelle l'agriculture de conservation. Il faut associer l'élevage à l'agriculture. Il faut associer aussi la foresterie à l'agriculture. Donc, toutes ces mesures, on doit pouvoir former les techniciens d'aujourd'hui et de demain afin qu'ils soient aptes à mieux accompagner les producteurs pour mettre en œuvre ces solutions qui permettent de restaurer la fertilité des sols. On était hier à Dassa et on a eu un témoignage. Un producteur qui a mis en place les mesures du Prosol, il avait avant 3 sacs de maïs à l'hectare. Il a mis la mesure et il est passé à 20 sacs l'année qui suit lorsqu'il a cultivé son maïs. Donc ça c'est veut presque dire multiplié que par 7 là. les techniques ont quand même... Les techniques sont éprouvées. Il reste maintenant à ce qu'il y ait un engagement au niveau de l'État et qu'on voie toutes les conditions de diffusion à l'échelle nationale de toutes ces solutions qui permettent de prendre la relève de l'agriculture conventionnelle. Alors, dans le reportage que nous avons suivi, il y a eu que dans l'Atakora, si je ne me trompe, la productivité des sols est réduite de 91%. Et combien d'années faut-il pour inverser cette tendance-là? Parce que c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est pour ça que dans le programme mondial de neutralité de la dégradation des terres d'ici 2030, les pays sont en train de prendre des engagements pour que ce qui est dégradé, on puisse le restaurer. Il est vrai, quand les choses se dégradent, c'est plus difficile de les remettre en place. Mais à cause vu les situations que nous avons aujourd'hui, qui sont performantes, il y a des situations que l'INRAB a développées et qui sont restées dans les tiroirs durant des vingtaines d'années. On va essayer de les vulgariser, n'est-ce pas? De les vulgariser, oui. Il faut les sortir. Estelle Pazou, vous allez peut-être vous pencher sur cet aspect de la chose, un de ces 4, n'est-ce pas? Et faire connaître au grand public quand même tous les travaux de recherche effectués par nos chercheurs. Karamata Agbata, vous me faites comprendre habilement que mon temps est écoulé. Je comprends. D'ailleurs, et si M. Amondi est d'accord, on va revenir, comme vous dites, sur les méthodes là qu'il faut vulgariser pour sauver la productivité des sols. Il faut en parler parce que c'est beaucoup de mesures. Et il faut en parler pour que les gens sachent qu'ils peuvent même l'appliquer pour les jardins de cases, pour les jardins sur les étages, dans les petits champs. Il y a beaucoup de mesures qui nous promettent que l'avenir serait bon. Alors, on peut déjà bannir donc ces pensées qui font croire qu'il n'y a que l'agriculture conventionnelle qui donne assez de rendement avec l'utilisation des pesticides, puisqu'au départ, c'était ça. Aujourd'hui, avec l'agriculture paysanne, biologique, écologique, tout ce qu'on veut, oui. On peut atteindre aussi un fort rendement. On peut atteindre. Je vous ai dit de 3 sacs, on est parti à 20 sacs. À 20 sacs l'hectare pour le maïs. Merci beaucoup, monsieur Firmé Amadji, ingénieur agronome géographe. Vous êtes passé donc nous voir aujourd'hui dans le monde agricole. Nous allons vous raccompagner et pouvoir faire place donc à notre expert, pour ne pas dire l'experte. Aujourd'hui, nous avons, on espère, encore une femme, puisque nous sommes dans la semaine et aujourd'hui même, c'est la journée de la femme. Madame Raïma Djibril Moriba, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réussi quand même à bouleverser votre agenda assez chargé pour nous consacrer ces quelques minutes d'entretien pour nos amis téléspectateurs qui voudraient bien en savoir un peu plus sur vos activités que vous menez avec les femmes de façon générale, les femmes aussi bien modernes, c'est-à-dire celles qui sont en ville, émancipées entre griffes, et celles qui sont dans les hameaux, les femmes rurales, n'est-ce pas? En tout cas, merci d'être venue.
C'est un plaisir pour moi de partager ces quelques minutes avec vous et surtout, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête des femmes. En réalité, ce n'est pas une fête, c'est une journée qu'on devrait consacrer à la réflexion, à faire l'état des lieux sur la valorisation des femmes dans tous les domaines qu'elles soient, où elles se trouvent. En même temps, un jour où elles doivent revendiquer les inégalités dans les Comme domaines. quoi ça persiste toujours, ces inégalités-là. Quoi qu'on dise. Et c'est beaucoup plus un problème social. C'est un problème de mentalité. Aujourd'hui, nous assistons beaucoup plus à ça. Nous assistons à un passif sociologique. C'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Parce que quand même, après plusieurs années de revendications, de lutte à travers le monde, nous sommes conscientes que beaucoup de choses ont changé à l'égard des femmes. Depuis 1944, elles ont eu le droit de vote. Et alors, aujourd'hui, quand même, on reconnaît à la femme sa place dans la société. Elle joue un grand rôle. Ça, ce n'est plus à prouver. Ce n'est plus à prouver, mais n'empêche qu'il y a quand même encore des inégalités, des goulots d'étranglement, comme vous le dites. Et beaucoup plus, comme je le dis, il s'agit d'un changement de mentalité aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça sent vraiment que vous êtes au contact de la société et tout. Dites-nous déjà d'entrée, déjà du travail que vous effectuez, est-ce que vous sentez aujourd'hui la femme, de façon générale, s'épanouir, s'émanciper, en l'occurrence la femme béninoise? Si je trouve que la femme s'émancipe, c'est un problème d'analyse. C'est un problème suggestif parce qu'il faut prendre les choses dans des domaines donnés. Si on ne va pas tout développer, mais c'est juste donner les grandes idées. Si elle s'émancipe ou pas. Les femmes, elles tentent de s'émanciper. Comme je le dis, aujourd'hui, les choses ont évolué. La femme a quand même un peu plus de voix. Elle a quand même... Maintenant, le problème se situe au niveau des femmes elles-mêmes. Elles-mêmes, justement. De l'engagement des femmes elles-mêmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui accompagnent les organisations internationales, qui accompagnent les femmes dans tous les domaines, qu'elles soient la justice, les organisations. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font en faveur des femmes. Mais comment est-ce que les femmes même s'approprient ce vaste champ et pouvoir faire de ces handicaps des atouts. C'est possible de pouvoir transformer des difficultés en atouts, mais il faut en avoir quand même, il faut avoir un certain sens de responsabilité, de vision et beaucoup d'autres choses. Dites-nous, des rencontres, des débats que vous organisez avec ces femmes, et habituellement, quelles sont leurs plaintes ? Habituellement, puisque vous dites qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut revoir, puisque la société, le poids de la société est toujours là. Oui, c'est vrai, le poids de la société est toujours là, mais les femmes, quelles sont leurs plaintes? Le principal problème des femmes, c'est l'analphabétisation. Parce que avant de pouvoir résoudre un problème, il faut pouvoir connaître le problème, il faut pouvoir en être consciente. Et donc, si aujourd'hui les femmes en sont encore à ce niveau-là de plainte, je vais dire de revendication, c'est parce qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à cerner. Et justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez mis en place votre organisation, n'est-ce pas? Pour pouvoir accompagner ces femmes-là. Pour pouvoir accompagner ces femmes. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Quelles sont ces actions que vous menez? Je voudrais dire que le problème des femmes est beaucoup plus financier. Parce que, vous savez, sur le plan mondial, la population la plus fragilisée sur le plan économique, c'est les femmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui sous-entend le thème de l'ONU cette année qui veut faire la promotion des activistes, des femmes du monde rural. Et celles qui sont en ville, qu'elles se donnent la main pour changer le monde. Elles en sont capables rapidement. Vous pensez qu'elles peuvent changer le monde si elles se mettaient ensemble? Bien sûr, puisque
Qui est-ce que vous retrouvez dans les champs principalement? C'est les femmes. C'est les femmes qui sont dans le jardin, derrière nos maisons, qui s'occupent des jardins, des petits maraîchers. Là, c'est les femmes. Et aujourd'hui, vous savez, si la Côte d'Ivoire est quand même à un niveau de développement un peu plus appréciable que d'autres pays comme le nôtre, c'est parce qu'ils ont su développer l'agriculture. Et si les femmes sont au cœur... Donc vous pensez que c'est un secteur qu'on peut donc saisir pour permettre à la femme de s'émanciper davantage. Ce n'est pas dans les écoles, sur les bancs des écoles que nous créons les richesses. Okay. L'école vous donne le potentiel pour pouvoir réfléchir et développer des choses. Mais c'est celles qui sont à l'action qu'il faut plutôt valoriser. Et c'est pourquoi je trouve que ce thème vient à point nommé. Et c'est pourquoi on dit effectivement à la fin qu'il est temps, effectivement, il est temps que nous donnons la main à ces femmes. Nous, peut-être qu'on peut considérer comme les femmes un peu plus éclairées, nous allons tenir la main à ces femmes du monde rural pour que ensemble, tout doucement, elles aussi, elles montent. Elles montent pour qu'on puisse... pour qu'on arrive aussi à valoriser ces femmes. Vous pouvez, par exemple, commencer à inviter des agricultrices sur les plateaux. Ça se fait. Voilà. Donc, la chaîne existe pour ça. Ça va briser les paradigmes qui entourent ce mythe-là, que quand on n'est pas à l'école, quand on n'est pas émancipé, qu'on ne peut pas parler français, c'est qu'on est hors de la société ou qu'on est en marge des réalités sociale. Donc la femme rurale, elle peut bel et bien s'émanciper. Elle peut bel et bien s'émanciper si l'État, il y a des mécanismes d'accompagnement, et c'est ce que nous attelons à faire au sein de notre ONG. Et dites-nous quelles sont ces actions-là? Quelles sont ces actions que vous menez concrètement? En quelques lignes, qu'est-ce que vous faites au contact de ces femmes quand vous descendez sur le terrain? Vous leur apportez quoi comme aide, comme appui? Nous, principalement, nous avons comme objectif de faire remonter les idées citoyennes auprès des femmes. C'est-à-dire, quand je dis faire remonter, c'est d'éveiller les consciences, de leur donner les outils nécessaires de pouvoir agir, de pouvoir planifier des choses dans leur communauté pour pouvoir s'émanciper elles-mêmes d'abord, émanciper leur famille et en même temps que ça fasse des retombées sur la nation. Donc c'est cela. Nous allons au contact des femmes, nous allons réfléchir avec elles, nous leur apportons le soutien institutionnel, forcément leur formation. Point de vue, oui, bien sûr. Nous-mêmes d'abord en notre sein, nous faisons, avant d'aller vers les femmes, nous faisons déjà une étude de planification qui nous permettent de savoir ce qu'il faut aller dire à une femme, parce que les problèmes ne sont pas identiques d'une région à une autre. De Porto-Novo à Ouida, les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. Les réalités changent. De Ouida à Parakou, les femmes n'ont pas également les mêmes problèmes. Et même de Parakou à Natitengu, les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, il faut faire une analyse conceptuelle des problèmes qu'elles ont pour pouvoir apporter des solutions idoines, adéquates. D'accord. Alors, pendant longtemps, on sait qu'il y a eu un fossé entre ces deux catégories de femmes-là, les femmes rurales et les femmes modernes. Mais pour qu'elles réussissent vraiment, ces deux catégories de femmes-là, pour qu'elles réussissent à changer le visage du monde, c'est qu'elles s'unissent, qu'elles se donnent effectivement la main. Alors, à votre avis, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce qu'il, c'est pas... Vous y croyez? Moi, j'y crois. Parce que la femme moderne, à un moment donné, on sait qu'elle est beaucoup plus... Elle voit la femme rurale de notre œil et tout. Est-ce que vous sentez vraiment ce fait-là se réaliser? C'est une ambition, elle peut se réaliser facilement? Moi, je pense que c'est possible que les femmes urbaines et les femmes rurales se tiennent la main. Il n'y a pas de raison qu'entre femmes, nous soyons bloqués sur cette approche de complémentarité. Moi, je pense que c'est pour moi une évidence qu'une femme puisse tenir la main à l'autre femme. Est-ce qu'elles sont prêtes? En fait, c'est ça. Ne sont pas, est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont prêtes à ce changement radical? Ah mais oui, il faut travailler à ce changement radical. Si nous voulons réellement que la femme devienne cette pionnière de développement, il faut arriver à briser des mythes. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut déjà poser? Quels sont les actes à mener, à poser?
peut-être que déjà, à travers nous-mêmes, les femmes leaders d'associations, la société civile, l'État lui-même, peut-être que c'est à travers les actions que ces institutions-là vont mettre en place pour montrer à la femme rurale d'abord qu'elle est capable et que la nation ou la communauté a besoin de ces actions pour le développement. Il faut d'abord commencer par là, par les sensibilisations, par l'éveil de conscience, par le changement de mentalité. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, le problème que nous avons beaucoup plus dans le monde des femmes, c'est un problème de mentalité. De mentalité. D'abord pour les hommes et ensuite pour les femmes elles-mêmes, parce que c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que les femmes elles-mêmes sont prêtes pour ça, nous savons ce qui se passe au sein des associations quand 2, 3 femmes se retrouvent. Généralement, c'est de petits conflits. C'est de petits conflits, ça ne prospère pas et tout. Et donc, justement, c'est pourquoi il est quand même temps, et Madame Djibril Moriba, il est quand même temps qu'on passe à autre chose. C'est comme dirait quelqu'un, le disque là, il est enfin rayé, ou du moins, même s'il n'est pas rayé, il est temps que nous-mêmes femmes, que nous cassions ce disque-là et qu'on le jette très loin et qu'on puisse jouer autre chose. Je crois bien que c'est ça. Et ça part de chacune d'entre nous individuellement, qu'on s'engage à ce que nos mentalités changent, à ce que 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes arrivent vraiment à s'unir, à s'entendre. Il est temps. Je crois vraiment, bien. Il est temps parce que nous finirons par fatiguer les gens, les hommes en l'occurrence, avec nos revendications à ne point finir. Puisque aujourd'hui, moi je vois beaucoup d'hommes, ils sont même accessibles beaucoup plus à l'émancipation, à la promotion des femmes. Mais les femmes elles-mêmes ne favorisent pas, comment je vais dire, ne tracent pas ce chemin, ne facilitent pas l'accès à d'autres femmes. C'est ça. Donc c'est ahurissant que nous soyons tout le temps là à parler du droit des femmes, pendant que c'est nous-mêmes femmes, parce que quand une femme se retrouve par exemple à un poste de responsabilité, elle préfère avoir autour d'elle des hommes qu'elle va diriger. Ça c'est vrai. Mais ça c'est vrai, quand on approche chaque femme, elles sont prêtes, enfin, favorables à 95% à travailler librement avec les hommes qu'avec les femmes. Mais ce problème, il est temps qu'on le règle, Madame Moriba. Oui, et c'est ce que je dis. Et c'est ça que vous faites en tant qu'activiste, que vous êtes sur le terrain. Justement, c'est ça. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ne parlons plus de rien du tout que de changement des mentalités. Le passif sociologique est un poids sur tout ce que nous faisons. Les hommes, même, c'est vrai aujourd'hui, je dis que les hommes font des efforts, mais il y en a quand même qui ne sont même pas accessibles à ce concept-là de droit des femmes. Et ceux-là, ce sont habituellement qui? Ceux-là, ce sont habituellement ces hommes-là que nous avons dans les campagnes, dans les villages, qui ne sont pas prêts à ce que leurs femmes évoluent, à ce que les femmes sautent, à ce que les femmes découvrent d'autres réalités. Alors, ces femmes qui sont dans les centres reculés, les villages, restent toujours sous domination de leur époux. Est-ce que vous n'imaginez pas à un moment donné que la tâche va leur être difficile dans l'atteinte de cet objectif-là qu'on se vise à partir d'aujourd'hui, ou qu'on se donne à partir d'aujourd'hui? Ce qui est clair, la tâche n'est pas aisée et il faut que les femmes sachent faire. Là, on s'adresse aux femmes rurales. Hein. Oui, oui. On s'adresse aux femmes rurales. Même les femmes rurales également, puisque c'est vrai, nous, on est émancipés, il faut peut-être aller au boulot. Je ne parle pas forcément dans ce sens, mais si la femme elle-même doit sortir pour aller au champ, par exemple, pour s'atteler à d'autres activités génératrices de revenus, par exemple, et il faut que l'homme souffre de l'absence de sa femme quelque part. Parce que celle-là qui a un programme d'aller faire quelque chose dans la journée, c'est sûr qu'elle ne sera pas tout le temps disponible pour lui. Et donc, il faut on ne peut pas casser les omelettes, comme on le dit vulgairement, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, comme on le dit vulgairement. Donc, c'est une évidence. Alors, que si nous voulons que la femme s'émancipe, que si nous voulons que la femme soit effectivement cette pionnière de développement, il faut que les hommes souffrent. L'activisme féminin est en marche. Vous comptez aller jusqu'où dans votre lutte pour les femmes, Madame Moriba? Nous comptons aller jusqu'où nous devons aller pour que la femme devienne cette pionnière de développement. Puisque mon association s'occupe de ça, s'occupe
des femmes qui doivent s'engager pour le développement. Et quand on dit développement, on dit il y a plein d'autres choses qui entourent le développement. Le changement des mentalités, l'engagement elle-même des femmes pour des questions sociales, des questions qui doivent participer à l'éclosion de la communauté. Merci. Changement. Merci beaucoup, Madame Raïma Djibril Moriba. Merci pour ce temps d'entretien. On n'a pas vu le temps passer. J'aurais aimé qu'on reste encore plus ensemble, mais la télévision, c'est tout un programme et c'est une heure des programmes, en fait, des tranches à respecter. On va se dire tout simplement à la prochaine, n'est-ce pas, pour d'autres thématiques, toujours en relation avec les femmes. Merci. Puisque vous ne faites que ça, puisque vous êtes une activiste. Et aujourd'hui, c'est notre journée, c'est la journée des femmes. J'espère que vous avez prévu quelque chose pour les femmes rurales aussi, les femmes modernes que nous sommes. Oui, les prochains jours vous édifieront. D'accord. Nous avons tout un programme. Merci beaucoup, Madame Djibril Moriba. C'était donc avec vous l'activisme en marche. Alors, tout doucement, on évolue dans le grand rendez-vous de ce jour, le journal. C'est dans quelques minutes. Si tout va bien, on regardera du côté de notre invité Horizon Culture. Alors, je le disais, dès notre entrée sur ce plateau, Sena Joy, vous la connaissez, vous l'avez vue, et si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien, vous avez au moins entendu une fois une de ses chansons ou regardé un de ses clips sur l'une des chaînes de télévision. Eh bien, elle est avec nous aujourd'hui, ce soir, pour célébrer cette journée du 8 mars, journée de la femme. Et vous savez, elle a, le monde des femmes l'inspire tellement qu'elle a sorti quelque chose, un titre pour les femmes, et ça s'appelle Nous nous les. Nous nous les, c'est tout simplement les femmes au fond. On regarde le clip. Cédric Montana, je vais t'occuper pour toi. Les femmes signées Sena Joy qui nous emmène tout droit vers la rédaction, et c'est pour retrouver encore une fois Amandine Anyambossou, et cette fois-ci c'est pour le grand format lui-même, le 1945. C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'autorité du bassin de la Volta est en concertation depuis mardi. Objectif, veiller à la gestion rationnelle et intégrée des ressources du bassin à la sauvegarde de l'environnement et de l'écosystème du fleuve.
Le 7 mars, c'était hier, mais c'était également la célébration des 65 ans d'existence de la radio nationale. Suivez dans ce journal un reportage sur les femmes qui ont contribué et qui contribuent encore à son rayonnement. Et puis l'ONG Afrique Mutualité en croisade contre la malnutrition et la pauvreté. Ses responsables ont tenu une séance de travail pour faire un bilan et jeter de nouvelles perspectives. Merci de votre fidélité. Le bassin de la Volta est un fleuve qui traverse le Bénin et 5 autres pays d'Afrique. Malgré son importance pour les populations, il est confronté à certains problèmes qui ternissent ses ressources. L'autorité du bassin de la Volta est depuis 2 jours en séance afin d'apporter les solutions idoines. Brice Chibozo, Jennifer Sachivi. Classé 9e plus grand fleuve d'Afrique, le bassin de la Volta couvre une superficie estimée à 400 000 km². Réparti entre 6 pays dont le Bénin, il s'avère très important pour le développement socio-économique. Ce bassin couvre d'énormes potentialités sur le plan hydraulique, sur le plan écosystème en général et sur le plan même richesse qu'on peut tirer. Le bassin de la Volta couvre 6 pays. Par ordre alphabétique, c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Ces 6 pays partagent 7 ressources en eau. L'eau pour la production électrique, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage, l'eau pour l'économie. En 2013, une analyse diagnostique transfrontalière a révélé des problèmes environnementaux liés au bassin de la Volta, susceptibles d'engendrer d'énormes dégâts pour les populations. Et la menace qui pèse sur ces ressources de par l'utilisation abusive par les hommes, les pressions anthropiques, de par les changements climatiques et qui diminuent considérablement la pluviométrie et qui ont des impacts sur l'écoulement des cours d'eau. Aujourd'hui, quand vous allez à Pandjari, notre portion, vous constatez qu'à un mois de l'année, les débits sont presque nuls. L'eau devient rare. Si ça devient rare et que la population est en train de s'accroître, à un moment donné, si on ne fait pas attention, c'est des problèmes que ça va créer. Afin d'améliorer la gestion de ce fleuve transfrontalier, l'autorité du bassin de la Volta, ABV, a adopté un plan stratégique cofinancé par la Banque mondiale. Première étape, l'élaboration d'une charte de l'eau du bassin de la Volta. L'atelier de validation de cette charte s'est tenu à Cotonou. Il s'agit là de mettre en place les règles et les principes de l'utilisation, de la gestion des ressources en eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a un barrage qui va être créé au niveau du Bénin pour produire l'électricité, il va falloir que cet ouvrage puisse bénéficier l'ensemble de ces 6 pays. Et pour le bien-être de l'ensemble des populations qui partagent ces bassins, qui est estimé à 25 millions d'habitants. En dehors de l'élaboration de la charte de l'eau, plusieurs autres activités font partie du programme d'action stratégique de l'autorité du bassin de la Volta. Le coût global du projet est estimé à 10,94 millions de dollars, soit environ 6 milliards de francs CFA. Il y a 65 ans, la radio nationale émettait pour la première fois, c'était le 7 mars 1953. Depuis, elle est animée par des hommes et des femmes qui s'activent au quotidien. Dans ce mois de mars, notre rédaction s'intéresse aux femmes qui y travaillent, des femmes qui ont pour leitmotiv la passion pour le métier. Christelle Tongodo, Anthony Alaka et Rodrigue Blondoumé ont promené leurs caméras dans les locaux de la radio nationale. Entre ces femmes de médias et la radio, c'est une histoire d'amour. Elles l'ont choisi et aimé depuis toujours pour des raisons diverses. La radio, c'est un art. C'est magique. C'est le contact avec les auditeurs. La radio, elle est vraiment légère. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de grandes choses. La radio, malgré sa simplicité, obéit à des normes. Même si pour ce type de médias, la passion reste la condition sine qua non. Il faut avoir de la passion pour la radio. Maîtriser la langue dans laquelle on parle. Il faut avoir une voix. C'est vrai, une voix, on dit voix radiophonique. À la radio, c'est très important d'avoir une bonne diction. Quand tu n'as pas l'humilité,
Par exemple, tu ne peux pas avoir un langage assez digeste pour les auditeurs. À la radio, vous vous retrouvez dans un petit studio. Vous travaillez, c'est vrai, en équipe, mais généralement avec un technicien. Et depuis votre studio, vous parlez pratiquement au monde entier. Donc, dans cet anonymat, vous êtes quelqu'un d'important parce que vous travaillez véritablement au mieux-être des autres. Désormais, ces mères de famille n'imaginent plus leur vie sans la radio. Ce précieux instrument les a chacune façonnées et leur confère ainsi, in fine, une nouvelle identité. J'étais très timide, mais quand je suis venue au journalisme, ça m'a permis d'être plus ouverte et de savoir parler en public. Ça m'a apporté un peu de notoriété. Avec la radio, je suis allée quand même assez loin. J'ai gagné quelques prix et ça fait ma fierté, la fierté de mes enfants. Comme je suis particulièrement dans le domaine des femmes, des enfants, ça m'a permis de vraiment me spécialiser et de découvrir davantage de choses concernant les femmes, les associations, les institutions, les organisations. Mais dans cet univers apparemment gai, tout n'est pas rose. Actuellement, je suis seule au niveau du poste de journaliste en langue nationale. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme tâche, je l'exécute normalement, comme si j'étais un homme. La première des difficultés, c'est de se voir imposer des choses qu'on ne voudrait pas faire. Vous êtes appelé à travailler tous les jours, à travailler même le week-end, samedi, dimanche. Et vous sentez qu'on vous traite parce que vous êtes femme. On a un regard peut-être parfois malveillant parce que seulement vous êtes femme. Difficile sans doute d'exercer dans les médias, mais entre difficulté et passion, le choix est vite fait. Arriver à bout de l'extrême pauvreté, c'est le défi que veut relever l'ONG Afrique Mutualité. Ses responsables ont tenu mardi dernier un atelier pour faire un bilan de la mise en œuvre de ce projet intégré de nutrition communautaire et de la lutte contre la pauvreté. Bénédicte Bossou et Yasmine Damata ont assisté aux travaux. Voici le compte-rendu. Selon les statistiques de l'Institut de recherche empirique en économie politique, en 2017, la pauvreté s'est accrue au Bénin. Elle passe de 19% en 2011 à 27% en 2016. Pour corriger le tir, l'ONG Afrique Mutualité s'est assigné une mission, lutter efficacement contre la malnutrition et la pauvreté au Bénin. Dans cette logique et grâce au PINCP, projet intégré de nutrition communautaire et de lutte contre la pauvreté, elle décide d'accompagner des ménages dans 10 villages de Zapota et 10 villages de Zé. C'est vraiment une petite goutte d'eau. Et donc cette goutte d'eau-là crée un espace d'apprentissage à partir duquel et autorités communales et services déconcentrés de l'État et communautés avec la puissance publique nationale peuvent voir comment faire pour reculer aussi bien la pauvreté extrême que la malnutrition dans notre pays. Nous avons eu à organiser des séances de causerie éducative sur l'alimentation, la santé, la nutrition au niveau des mères de ces enfants-là. On a eu à distribuer des kits de production agricole pour améliorer les capacités de production des mères de ces enfants. On a eu à octroyer des fonds d'appui pour appui aux activités génératrices de revenus. D'une durée de 15 mois, ce projet a soulagé plus d'un dans ces localités où la malnutrition et la pauvreté sévissent. À ce jour, depuis que nous avons reçu la formation et encadré ces mères, elles ont changé et appliquent régulièrement les règles d'alimentation dans les repas des enfants. Aujourd'hui, nous avons moins d'enfants malnutris dans notre commune. Le PINCP revêt en réalité un double sens. Il contribue non seulement à lutter contre la pauvreté extrême, mais aussi à réduire la malnutrition.
La lutte contre l'extrême pauvreté est renforcée par l'attention portée sur la malnutrition et les efforts déployés sur la lutte contre la malnutrition sont renforcés par l'attention portée à l'extrême pauvreté. C'est cette conjugaison que l'ONG Afrique Mutualité a réussi à, je vais dire, expérimenter. À l'issue de cet atelier, les participants attendent un accompagnement pour atteindre un seul objectif, celui d'un Bénin sans malnutrition et sans pauvreté. Hors du Bénin en Afrique du Sud, au terme de l'année 2017, les exportations de produits agricoles ont rapporté 5 500 milliards de francs CFA, un chiffre record qui marque une hausse d'environ 16,3% par rapport aux résultats réalisés un an plus tôt. Selon la Chambre des entreprises agricoles, cette trajectoire commerciale ascendante est à mettre à l'actif de la progression des expéditions de fruits, de légumes, de céréales, de liqueurs et de boissons. Toujours en Afrique du Sud, l'économie sud-africaine a connu une croissance de 1,3% en 2017. Ce taux est sensiblement supérieur aux prévisions du ministère des Finances qui avait tablé sur une hausse de 1%. Les principaux moteurs de croissance ont été l'agriculture, les finances et les mines. Le pays connaît tout de même une instabilité depuis plusieurs années qui a favorisé la montée en flèche du taux de chômage et des inégalités. Le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis aux Sud-Africains un nouveau départ tout en indiquant qu'il allait faire de la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption ses priorités. Depuis ce mercredi se tient au Cap, en Afrique du Sud, la 17e conférence mondiale tabac ou santé. Une réunion avec pour objectif principal la réduction du nombre de consommateurs. L'industrie du tabac s'obstine à trouver de nouveaux consommateurs, en particulier parmi les jeunes. A mis en garde Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, dans un communiqué. Reportage. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Au cours de la dernière décennie, les mesures visant à contrôler la consommation de tabac ont sauvé près de 35 millions de vies, mais l'industrie du tabac s'obstine à trouver de nouveaux consommateurs, en particulier parmi les jeunes, surtout ceux de l'Afrique. En Afrique, les statistiques montrent que le taux de tabagisme devrait augmenter de façon spectaculaire si des mesures rapides et préventives ne sont pas prises. Et l'Afrique continue d'être la cible privilégiée de l'industrie du tabac car elle représente une opportunité de croissance considérable du marché. Ils parlent toujours d'emploi et d'emploi. Dans un langage simple, ils disent « S'il vous plaît, permettez-nous de vous empoisonner. Nous vous donnerons un travail. S'il vous plaît, autorisez ça. » Je leur ai donc demandé, ces emplois que vous créez, les créez-vous pour les cadavres? À cette conférence Tabac ou Santé, pas question de penser à des stratégies contre le problème de santé publique du tabagisme. Il faut attaquer le mal à la racine. Solution trouvée pour cette 17e édition, le lancement d'une ONG qui sera dotée initialement de 20 millions de dollars et chargée de dénoncer les stratégies trompeuses de l'industrie du tabac. Ce n'est pas un hasard si les compagnies de tabac concentrent aujourd'hui la plus grande partie de leur publicité sur les régions pauvres du monde. Ils veulent des toxicomanes qui ne savent pas faire la différence. Nous ne pouvons pas accepter que l'industrie induise en erreur le public pour augmenter le nombre de personnes accros à ces produits, a déclaré l'ambassadeur de l'OMS. Baptisé Stop, l'ONG publiera régulièrement des rapports pour détailler les stratégies trompeuses de l'industrie du tabac et proposer des moyens de lutter contre son influence. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Amandine Anyambossou, merci beaucoup pour cette belle présentation. Belle soirée à vous, bon retour chez vous et surtout bonne célébration, même si déjà nous sommes au soir du 8 février ou du 8 mars, voilà, du 8 mars 2018. Reste à découvrir une rubrique nature et bien-être avec Alvin Djogbenou qui va nous entretenir sur l'allaitement maternel. Qu'est-ce qu'il faut donner donc à manger, à consommer à la femme qui allaite. Et aussi une autre rubrique, c'est Horizon Culture qui reçoit pour vous aujourd'hui Sena Joy.
Sena Joy. Si vous êtes de la nouvelle génération, c'est sûr que vous ne devrez pas la connaître ou vous n'avez pas encore entendu ce nom. Eh bien, c'est une chanteuse, une musicienne béninoise. Elle est avec nous puisqu'on vient, avant le journal, on a suivi un morceau de son titre Nyonulé. Et ce titre, elle l'a concocté avec d'autres femmes chanteuses, musiciennes béninoises. Alors, Madame Sena Joy. Bonjour. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Très bonne fête du 8 mars. Merci à vous aussi et à toutes les femmes de BB24 de l'ORTB, surtout à l'amicale des femmes journalistes de l'ORTB. Wow. Je vous souhaite une très bonne fête. Merci. À toutes les femmes béninoises, africaines et mondiales. Ok, et surtout en particulier aux femmes artistes du Bénin. Et dans mon domaine, les femmes musiciennes. Ok, je leur souhaite une très bonne fête de femmes. Voilà. Et parlant justement de femmes musiciennes béninoises, il y a un temps où vous vous êtes mis ensemble pour sortir ce titre Nyonulé. C'est vrai, on a eu plusieurs morceaux, plusieurs clips dans le même genre. Mais parlons de ce que vous avez fait avec cette petite association de femmes-là. Dans quel esprit vous l'avez concocté? Il faudrait dire même que ce n'est pas une petite association parce que c'est l'association mère des femmes artistes du Bénin. Ah oui. Nous l'appelons l'association d'entraide de promotion des artistes béninoises. En tout cas, pour rien que des femmes. Et de fil en aiguille, on n'était pas très nombreux en ce moment-là. Vous étiez combien au départ? Au départ, on n'était pas une trentaine. Puisque je l'ai créé en 90-91. Ok, et puis après, et ça c'est comment les filles, les femmes, c'est-à-dire les jeunes filles d'alors ont commencé par nous imiter un peu dans le domaine. Et chacun il y avait ensemble la chanson, la danse et la comédie, et femmes poètes, femmes qui écrivaient, par exemple, ok. Mais de jour en jour, et le cercle s'agrandissait et chacune de ces disciplines maintenant ont créé leur association. Et aujourd'hui, ils se sont inspirés donc de mon statut et de mon règlement intérieur pour créer leur association. Donc il y a plusieurs. Mais c'est tout en votre honneur, hein, Madame Sena Joy. Comme j'étais la première, moi ça me fait honneur, ça me fait honneur qu'il y ait beaucoup d'associations de femmes artistes aujourd'hui. Alors, dans chaque discipline. Pourquoi avoir chanté Nyonulé? C'est ça, les femmes vous inspirent si tant ou quoi? Moi je lutte toujours pour la cause de la femme depuis que j'ai commencé ma carrière. Ok, en 90-91. Et l'ex-président Dieudonné Souglou nous avait demandé aux femmes de créer des associations. À la loi 1991, et c'est de là que j'ai créé l'association des femmes artistes du Bénin. Okay. Alors, donc, ce morceau n'est pas le premier, par exemple. C'est un morceau parmi tant d'autres que nous sommes les femmes artistes se sont rassemblées pour même en dehors de l'État. Et l'association continue à œuvrer dans ce sens pour la paix, pour l'environnement, pour la joie et pour l'association a initié comme premier événement et de célébrer donc la journée internationale de la donc, de fil en aiguille, de jour en jour, et quand je suis rentrée au pays, j'ai voulu maintenant que la jeune génération ne peut pas tellement. Ok, j'ai rassemblé donc cette jeune génération dans une association. Et nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait de la chanson pour la journée internationale de la femme. Nous avons fait une autre chanson pour la journée des pères. Cette association, elle est toujours là. L'association est toujours là, parce que c'est la première. Elle est toujours là. Donc on peut donc dire que c'est l'association mère des femmes artistes du béninois. Je suis fière de le dire, c'est la première association de femmes artistes. Alors, dans le titre, et chacune de nous avait son message. Moi, je dis c'est notre jour, par exemple. D'autres disent que c'est notre façon. D'autres disent travailler ensemble. D'autres disent réfléchir ensemble. Nous allons nous développer
de vous, quelle était votre partition? Moi, ma partition, c'était... Et toutes les femmes béninoises se rassemblent. C'est notre jour aujourd'hui. Nous nous laissons orier souhait. Pour le peu que j'ai compris, c'est qu'on se met ensemble pour... Parce qu'au Bénin, ici, nous, les femmes, ne nous aimons pas, en fait. Oui, il faudrait qu'on apprenne à s'aimer et à s'entraider, à rester ensemble pour soulever les montagnes, parce que nous sommes plus que les femmes. 52%, 53%, c'est pas peu. Qu'une femme lève le doigt pour dire aujourd'hui, je vais être président de la République. On devrait la soutenir. Que les femmes la soutiennent, elle passe d'office. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à ce et nous avons eu une femme présidentielle déjà, une fois déjà au Bénin. Mais ça n'a pas marché pour elle. Est-ce à dire que c'est parce que les femmes ne sont pas soudées? On n'est pas encore prête à voir une femme diriger, une femme aux commandes vraiment d'un pays. Et il faudrait qu'un jour qu'on soit prête. C'est pour ça que je les sensibilise. Je leur demande d'être ensemble. Parce qu'une femme, ce n'est pas n'importe qui. Quand vous avez une femme dans votre foyer, ou bien quand vous faites un bébé qui est une femme, une fille, hein, la fille qui devient une femme, c'est mine d'or. C'est mine d'or. Beaucoup de grâce dans la famille. Une fille n'est pas comparable à un homme. Hein. 47 ans de carrière que vous accumulez aujourd'hui, Sena Joy. Oui. Vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez vu des choses se produire sous vos yeux. Je voudrais quand même qu'on puisse procéder à une toute petite analyse comparative de ce que la femme musicienne béninoise elle était hier et le nouveau visage qu'elle présente aujourd'hui. Quand je me fie à la jeune génération que vous avez associée tout récemment à votre groupe. Donc, ça fait 6 ans que nous avons tourné ce clip. Je remercie celui qui nous avait aidé et paix à son âme à faire l'audio. Et je remercie aussi celui qui nous a tourné le clip, qui est Eslaora. Je remercie celui qui a tourné le clip même, et Zebdo. Et depuis 6 ans que ce clip a encore une bonne qualité. Ok, et franchement, il faut dire que comparativement à notre génération, la nouvelle génération, je peux dire que nous connaissons celles qui travaillent. Et ce n'est pas pareil. Notre génération, nous avons été formés par la Révolution. Donc, nos chansons véhiculent beaucoup de messages avec fierté, avec des choses, vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est la musique commerciale. Est-ce que vous entendez, vous voyez ces femmes-là, ces jeunes-là, dans cette posture dans laquelle vous étiez auparavant? Pour le moment, je ne trouve pas encore. Est-ce à dire qu'elles manquent de poigne? Les femmes artistes béninoises aujourd'hui, elles manquent un petit truc pour vraiment... disons qu'elles manquent un peu parce que, il faudrait qu'elles s'approchent de nous. Nous sommes dans une association, mais leur problème, c'est de vendre des CD, c'est de faire de la musique commerciale et de vivre. Par contre, nous, ce n'était pas notre objectif. Nous, c'était de chanter pour sensibiliser les gens. Voilà la différence. Il faut chanter. Nous ne sommes pas encore arrivés, je le dis et je le redis, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade où nous devons faire une musique commerciale, ne serait-ce que pour vendre et manger. Parce qu'il y a beaucoup de domaines que nous pouvons, dans lesquels nous pouvons sensibiliser les gens, par exemple. Okay? Et que l'État achète ces chansons de sensibilisation. Quand un ministère, par exemple le ministère de l'Environnement, me fait appel, me demande de composer une chanson pour l'environnement, c'est qu'il doit me payer. Il doit payer et puis quand je fais la chanson, je lui retourne la chanson et il me donne les sous.
Je mange à ma faim. Et c'est à lui maintenant de faire la promotion donc, de ce morceau et d'aller de commune en commune, de distribuer pour sensibiliser la population autour de l'environnement. C'est-à-dire que vous étiez beaucoup plus au service, enfin, c'est vrai que l'artiste, il chante pour sensibiliser, il éduque un peu comme le journaliste qui éduque aussi les populations, mais vous travaillez donc, vous continuez pas à travailler beaucoup plus pour les populations que pour votre propre intérêt. C'est ça. Nous, notre génération, c'est ça, c'est de travailler pour la population et nous, pas pour nous-mêmes. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement entendu parce qu'on nous traite de « vous êtes déjà dépassé, vous n'arrivez pas ». J'ai dit non, quand nous allons nous mettre sur scène, vous verrez, vous allez voir la nouvelle génération qui est qui. Parce que c'est à travers nous que vous êtes arrivés. C'est parce que vous avez suivi nos pas que vous êtes là aujourd'hui. Je ne dis pas de ne pas faire de musique commerciale. Vous prenez par exemple le gogoron. Le gogoron, nous pouvons vendre le gogoron à l'extérieur. Si nous travaillons très bien la danse et la musique. Ok, mais je ne dis pas de chanter le sexe. Je ne peux pas comprendre qu'on chante le sexe parce que à votre époque, vous ne chantiez pas vraiment le sexe de façon aussi dévoilée comme on le voit aujourd'hui. Non, je vous ai dit, on a été éduqués par la Révolution, et il y avait la rigueur dans ce que nous faisons. Et il y avait la censure dans ce que nous faisons. Mais la censure aujourd'hui, elle existe aussi. Hein, oh non, pas tellement, parce que si je vois les choses sur les chaînes de télévision, ok, je suis écœurée. Il n'y a pas tellement de censure. Moi, je souhaiterais qu'on censure les morceaux sur les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio. Quand vous voyez qu'un artiste ou qu'une artiste, je parle parce que nous parlons des femmes aujourd'hui. Je parle des femmes. Qu'on me chante le sexe, je dis, mettez-moi rapidement embargo sur ce morceau. Ça ne doit pas passer. Parce qu'il y a les enfants qui nous regardent aujourd'hui. Nous avons nos enfants nous devons éduquer nos enfants. Et quand vous me mettez à chanter de n'importe quoi, et les enfants, ils sont tellement attentifs qu'ils captent rapidement, facilement les choses. Je ne suis pas d'accord, ok? Donc moi je dis, faites comme nous, même si vous ne voulez pas faire comme nous, choisissez des chansons qui drainent de messages. Sena Joy, je la sens déjà un peu fâchée. Mémé est fâchée. Je ne suis pas fâchée, mais je dis la vérité. Et la vérité est très difficile dans ce pays parce que les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Et je dis merci à ceux qui sont là aujourd'hui parce que c'est la vérité ou rien. Ok, le ministre de la Culture d'aujourd'hui, il a martelé quand nous avons rencontrés. Il dit fini la pagaille. La pagaille est terminée. Est-ce que chanson aujourd'hui pour vendre, c'est vrai, vous l'avez dit, les artistes aujourd'hui, ils chantent beaucoup plus dans le but commercial pour renflouer leurs poches, leurs caisses, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de leur faute aussi, c'est une parenthèse. Mais est-ce que pour vendre véritablement son œuvre, on a besoin de se déshabiller, je le dis, entre griffes? Mais vous dites que ce n'est pas de leur faute. Aujourd'hui... Mais nous, on n'est pas déshabillés. Pourquoi ils ne peuvent pas copier? Non, en fonction de la cherté de la vie aujourd'hui, il faut quand même travailler pour vivre. Et pour vivre, il faut le minimum, il faut de l'argent. Donc, sur ce plan commercial, on pourrait les comprendre. Pas forcément moi, mais on pourrait les comprendre. Mais je voudrais rapidement qu'on revienne un peu sur le code vestimentaire des artistes béninois. Et c'est pour ça que je les ai mis ensemble quand je suis rentrée des États-Unis. C'est pour ça que nous avons fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on a véritablement besoin de ça pour vendre? On n'a pas besoin justement de ça parce qu'il faut copier-coller. Il faut copier-coller et ça, ce n'est pas nos traditions, ça, ce n'est pas nos mœurs, ça. Et qu'est-ce que vous avez à leur passer comme message à ces femmes, à cette nouvelle génération? Mais elles m'entendent toujours, je leur demande de changer parce que nous, on n'a pas fait ça. Hein. Pourtant, nous vendons. Les gens quittaient RFI, les gens quittaient Voice of Africa pour venir nous chercher et qui nous faisaient des interviews. Mais on s'habille correctement. Une femme béninoise doit s'habiller correctement sur scène. Et il y en a qui sont de la jeune génération et qui s'habillent décemment. Ça, il faut le relever aussi. Et ça, elles ne sont pas nombreuses. Et c'est parce qu'elles étaient dans l'association, parce qu'elles sont rentrées dans mon association. Qu'elles ont compris. Et qu'elles ont compris que non, être nu pour chanter, c'est rien du tout. Parce que le public n'a pas besoin de ça. Merci. Le public béninois n'a pas besoin de ça. Et de quoi le public béninois a besoin rapidement pour finir? Le public béninois a besoin du message que vous drainez, que votre chanson draine. C'est ça.
Il faut sensibiliser. Et chanter tout sauf le sexe. Oh, Enfin, il faut chanter pour le développement. Chanter pour le développement, je suis d'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Journaliste. Oui, Sena Joy, artiste, musicienne béninoise. Ce fut un plaisir, tellement on ne voit pas le temps passer. 15 minutes, c'est vite passé. C'est terminé. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Yeah. Si vous êtes encore au pays, vous êtes encore sur Je le suis territoire. là, ça fait 10 ans que je suis là, c'est pas encore Oui, mais retourné, si hein. vous ne voyagez pas, on pourrait vous faire revenir un de ces quatre. Ça me fera sur plaisir. ce plateau du grand rendez-vous, c'est sur BB24. J'espère que vous connaissez cette chaîne. C'est la deuxième chaîne de télévision de l'Office. J'ai mes œuvres qui passent sur BB24. Et nous ne parlons que du développement aussi. Et le développement, c'est aussi par le message que véhiculent donc nos artistes. Merci beaucoup, Sena Merci, Joy. chers journalistes. Merci à BB24 et bonne fête des femmes, de la femme africaine, béninoise, whatever, mondiale. Voilà, c'était donc Horizon Culture avec Sena Joy comme invitée. Et nous allons la raccompagner avec ce bout de son clip Nyonolé. On parle aujourd'hui dans Nature et Bien-être de l'allaitement pour la femme allaitante. Qu'est-ce qu'il faut pour elle? Eh bien, on le saura en regardant d'abord ce reportage que nous propose Riquette Bancoton. Allaitement maternel, source de développement durable. Ça doit être une occasion pour que tout le monde puisse vraiment s'engager ensemble pour convaincre encore les femmes qui sont encore indécises dans l'allaitement maternel, surtout exclusif pour les enfants depuis la naissance jusqu'à 6 mois. Les MUS 5 de 2012 révèlent que seulement 45% des nouveau-nés ont été mis au sein les premières heures ayant suivi la naissance et 87% au cours des premières 24 heures. Le fait qu'il n'y a que 4 enfants sur 10 qui soient allaités exclusivement au Bénin, nous allons accompagner le gouvernement pour évaluer les causes. Et bien sûr, qui sera suivi d'un plan de mise à échelle de l'allaitement maternel exclusif. Bien entendu, en commençant par la mise au sein précoce. Dès que l'enfant sort du ventre, sur la table d'accouchement, il faut que déjà l'enfant soit mis au sein. Il n'y a plus question de l'enfant naît et on donne du sérum glucosé ou bien on donne du tisane. Non. On met l'enfant au sein et cet enfant va bénéficier du premier lait et tous les autres laits jusqu'à ce que l'enfant atteigne 6 mois, sans l'eau, sans rien. Au-delà des 6 mois exclusifs de tétée, il est recommandé d'allaiter les enfants jusqu'à au moins 2 ans. Voilà, c'est donc le reportage de Riquette Bancoton sur la problématique de l'allaitement de la femme allaitante. C'est bien ça. Madame Alvine Djogbenou, agronutritionniste, c'est bien ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Agréable et bonne fête de la femme. Merci beaucoup à vous autant. Merci. Heureuse d'Alondé. Bonsoir Karamata Batao. Bonne fête à vous également. Vous fêtez le 8 mars au programme ce soir, c'est quoi déjà? On peut savoir. Ah ben, c'est un jour comme tous les autres, hein? Aucune particularité, vous êtes sûre? Non, aucune particularité. C'est vrai. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, oui, on est au boulot, mais vous avez pensé quand même aux femmes. C'est déjà quelque chose que vous leur apportez. Bon, oui, sur ma page Facebook, j'ai adressé mes mots, hein, les plus sincères, surtout à toutes ces femmes, surtout les femmes qui vivent dans les zones reculées. Voilà. Et les femmes rurales, parce qu'elles sont d'ailleurs prises en compte à travers la thématique de cette année. Donc, c'est juste ça. Pas de fête avec de grands foulards. Il faut penser à nos on a déjà de fini vie. avec ça. On est passé à autre chose, un autre level, comme on dit. C'est la réflexion qui se poursuit désormais. Eh oui. Alors, nous, on poursuit notre réflexion, ou du moins, on assoit une réflexion ce soir dans Nature et Bien-être. C'est sur la femme allaitante. Allaitante, oui. Voilà. Donc, l'allaitement maternel, on a eu le reportage qui l'a notifié. Il faut exclusivement allaiter son bébé pendant 6 mois et maintenant, on peut aller jusqu'à 2 ans.
C'est ce que, au moins... Exclusivement? Non, exclusivement 6 mois. Mais on va poursuivre l'allaitement, peut-être un semi, voilà, allaitement jusqu'à complémentation, oui. Voilà, jusqu'à 2 ans. Parce que le lait maternel ne suffit plus à combler les besoins de l'enfant. À partir d'un certain âge. Oui, à partir de 6 mois. Voilà. Donc, mais s'il faut que le lait maternel soit disponible en quantité, il faudrait une alimentation donnée pour cette femme qui vient d'accoucher. Parce qu'il y a des femmes, il faut le dire, qui accouchent, mais malheureusement, les seins ne produisent pas de lait. Alors, on a cet agronutritionniste sur le plateau pour nous donner les conseils, ce qu'il faut. Et déjà, Madame Djogbenou, quelle est l'importance de l'alimentation chez la femme qui allaite? La femme qui allaite a besoin d'énergie. D'énergie pour pouvoir satisfaire ses propres besoins et aussi satisfaire les besoins de l'enfant par l'allaitement. Donc là, elle mange pour 2, comme on le dit? Non, elle ne mange pas pour 2 parce qu'au cours du 3e trimestre, il y a une réserve qui est là. Donc, l'allaitement, le lait, pour la production de lait, l'organisme puise une partie de cette réserve-là et ajoute celle apportée par l'alimentation et au cours de l'allaitement. D'accord. Donc, elle n'a pas besoin de manger pour 2. Elle mange les 3 repas par jour, comme on le dit. Elle mange les 3 repas par jour avec une collation et un goûter. Ça suffit. Elle doit manger varié, équilibré et puis sain. Est-ce là le régime que doit suivre la femme allaitante? Oui, oui, oui. Il y a pas, elle doit manger, disons, on dit, elle mange à sa faim. Quand elle a faim, elle mange. Pour allaiter. Maintenant, il y a des nutriments qui sont aussi indispensables et des aliments qu'elle doit privilégier. Il y a les aliments riches en calcium pour pouvoir faciliter, pour pouvoir permettre la croissance de son enfant. Oui, il y a les aliments riches en fer et pour la nutrition du sang. Et il y a les aliments riches en vitamine A pour la vision, pour limiter les infections pour l'enfant au cours de sa croissance. Donc, l'allaitement ou bien le lait de la femme allaitante agit sur tous ces organes-là de l'enfant, les comme yeux. Le lait maternel, lorsque vous faites un allaitement maternel exclusif, ça dit que la grande quantité, l'enfant se nourrit par vous. Donc, ça dépend de ce que vous consommez. Le lait maternel la production du lait maternel n'est que le résultat de ce que vous avez consommé au cours du 3e trimestre et ce que vous apportez dans votre alimentation. Comme on dit, le lait maternel est le meilleur aliment pour le bébé parce qu'en plus de contenir tous les nutriments, elle contient aussi les enzymes que d'autres laits qu'on retrouve sur le marché n'en ont pas. Elle contient aussi des anticorps. Ça, c'est le premier lait qu'on appelle souvent le colostrum, qu'on doit aussitôt mettre de couleur jaune, jaunâtre, oui. Que les grands-mères ont l'habitude de jeter lorsque la femme voulant commencer par allaiter. Ce n'est pas bon parce que ça contient une majorité d'anticorps qui protègent le système digestif de l'enfant et lui permet de faire face aux infections ou bien aux micro-organismes pouvant causer des maladies chez cet enfant-là. Donc, le lait, on dit que le colostrum tapisse les cellules et protège les cellules au niveau du tube digestif de l'enfant. Oui, donc c'est très important pour le bébé. D'accord. Donc, ces dames-là qui nous écoutent, il ne faudrait pas aller jeter le premier lait qui sort juste après l'accouchement. La couleur jaunâtre n'est pas... La seconde qui suit, lorsqu'on enlève l'enfant du ventre de sa maman, on le met directement au sein. Oui, le premier lait qui sort, on donne ça à l'enfant. Par contre, il y a des femmes qui ont du mal à sécréter le lait après l'accouchement. Cela est dû à quoi? Oui, est-ce l'alimentation aussi? Oui, il y a l'alimentation. Souvent, les femmes césariennes ont du mal à vite trouver comment on appelle, la sécrétion, le lait. Voilà. Dû peut-être à l'alimentation. Parce que lorsque vous faites la césarienne, il y a une alimentation liquide qu'on vous propose et qui n'est pas assez riche.
pour pouvoir provoquer la sécrétion du lait. Donc, au fait, lorsque vous mangez, lorsque à un moment donné, vous commencez par manger, la sécrétion du lait, elle intervient rapidement. Parce qu'on dit souvent que les sains produits sont 700 ml à 800 ml de lait par jour. Donc, il faut un apport en énergie. Il faut les 3 groupes d'aliments, qu'on retrouve les 3 groupes d'aliments dans votre alimentation, et c'est-à-dire les céréales, on les retrouve, les féculents, les ignames, tout ça, on les retrouve dans votre alimentation. Il faut les protéines vraiment très indispensables pour la croissance de votre enfant. Maintenant, pour ces dames-là qui nous écoutent, qui nous suivent et qui ne savent pas dans quoi retrouver les protéines, le calcium, faisons un peu de pratique. Lorsque elle souhaite avoir un apport en calcium, quels sont les produits qu'elle doit consommer? Elle peut consommer les produits laitiers comme le yaourt, le fromage, le hamon, le lait de soja. Il y a aussi le lait de souchet qui contient du calcium. Il y a les légumineuses aussi qui en contiennent. Les légumineuses, le soja, l'arachide, il y a d'autres légumineuses aussi, les haricots blancs contiennent du calcium. Seulement que ces calciums-là sont végétales, ces calciums sont végétales et ont du mal à être utilisés par l'organisme. Donc il faut privilégier les aliments et les aliments d'origine animale qui vous apportent le calcium, c'est-à-dire le lait. Il y a aussi les poissons. Certains poissons qui apportent le calcium. Il y a les crevettes, il y a les crabes, la famille des crustacés, il y a les huîtres aussi qui apportent le calcium dont la femme enceinte a besoin. Donc la femme allaitante peut puiser dans tout ce arsenal d'aliments pour pouvoir varier ses repas tout au long de la journée. D'accord. Et au niveau pour avoir un apport en fer? Un apport adéquat en fer? Pour un apport adéquat en fer, il y a des aliments. Il y a le soja aussi qui est riche en fer. Il y a la viande rouge. La viande rouge, les aliments d'origine animale, les viandes qui sont riches en fer. Il paraît que la feuille de baobab, je crois bien. Oui, elle est riche en fer. Toujours est-il que ce fer-là n'est pas facilement absorbable par l'organisme. D'accord. Oui. D'accord. Vous aviez tantôt parlé également des protéines. Oui. Dans quel aliment retrouver également les protéines? Les protéines, vous avez le poisson, vous avez les viandes, vous avez les œufs, vous avez le lait, vous avez les légumineuses comme le soja et les haricots, comment on appelle le niébé, les lentilles. Il y a tout ça qui vous donne les protéines. Les protéines. Oui, dont la femme enceinte, dont la femme allaitante a besoin. D'accord, mais pour ces femmes qui sont fonctionnaires, Karamat, elle est au boulot du matin au soir. Là, si elle avait un nouveau-né, c'est que... Heureusement pour moi. Ça veut juste dire que le bébé est sevré plus tôt que prévu. Qu'est-ce qu'elle doit consommer? Elle peut presser le lait. Les laits dans les biberons. Ce qui est compliqué et ce qui n'est pas trop conseillé pour l'hygiène. Oui. Il faut que les femmes voient les spécialistes pour les aider à comment conserver le lait. Parce qu'avec de la glace et puis presser dans le biberon avec un maximum d'hygiène. Vous pouvez presser le lait un appareil pour ça ou bien on y va avec la main? On y va avec la main. Ça va pas être agréable. Sur celles qui ont une sécrétion, il y a des gens qui ont une sécrétion latée, même si l'enfant... facile, même si l'enfant n'allait pas, les seins coulent. Tout à fait. Le mieux, c'est de presser ça dans les biberons avec une grande hygiène autour, ou dans des bocals adaptés que l'enfant peut prendre tout au long de la journée. Si vous avez des réfrigérateurs, ensuite vous enlevez ça du réfrigérateur, vous mettez ça dans de l'eau et un peu chaude juste pour refroidir. D'accord, mais je ne vous arrête pas, mais parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin là. Quel est l'impact d'une alimentation non équilibrée sur la santé de l'enfant qui allaite? Oui, comme je l'avais dit. Oui. Il y a un impact. Si vous mangez trop gras, trop sucré, votre enfant peut devenir obèse par la suite. Et ça, c'est aussi un autre cas de malnutrition. Oui, un autre cas de malnutrition. Si vous mangez moins énergétique, si vous adoptez même un régime, la femme dit « je veux maigrir, j'adopte un régime », pendant l'allaitement, vous exposez votre enfant aux carences
Et l'enfant peut développer des carences et souvent on remarque une insuffisance pondérale chez l'enfant ou qui tend vers l'émaciation plus tard. Donc là, c'est la malnutrition qui s'installe. Oui, la malnutrition est d'origine insuffisance pondérale qui s'installe. D'accord. Merci beaucoup, Alvin Djogbenou. Épouse Ousougoui. Oui. Merci, vous êtes agronutritionniste. Ingénieur agronutritionniste. Ingénieur agronutritionniste, d'accord. Merci beaucoup, heureuse d'Anandé. À vous aussi, chers invités. Merci d'être venus nous voir. Bon retour chez vous. Oui, bonne soirée et bonne continuation de réflexion. Parce que heureuse a dit non, pas de fête, pas de guélé qui touche le toit. Non. Il faut réfléchir. Mais vous n'allez pas empêcher vos femmes la vie des femmes. Non, mais quand même, si le 8 mars, vous mettez le guélé, comme vous le dites, et le 9, vous commencez pas à vous plaindre encore, ça ne sert à rien, là. On se met au travail. Voilà. On continue le travail. Merci beaucoup. C'était donc nature et bien-être. Quelle alimentation pour la femme allaitante. Et c'est ici que prend fin le grand rendez-vous de ce jour. Je voudrais bien inviter mes collègues qui étaient ici ce soir, du début jusqu'à la fin. Heureuse, vous restez, madame. Ce que je comprends là. Aussi, c'est ça, hein? Oui, oui. Vous restez avec nous. Estelle Pazot, oui, venez, il n'y a pas de souci, venez, on vous voit. Parce qu'il faut le dire, le grand rendez-vous, finalement, ce n'est que d'image de femme, hein, animatrice, chroniqueuse. Donc, c'est notre jour. Amandine Anembossou, je ne sais pas si je viens de la chercher de façon royale. Et elle est là. Voilà Estelle également qui s'amène. À l'honneur, voilà. Merci beaucoup, chère dame. Alors, voilà, à ma droite. Il faut l'encadrer. Moi, je te oui. Et là, on fait ça. Voilà. Ensemble, on est forte. C'est ça. Ça. Si vous avez un mot rapidement, quelque chose à dire, à passer un message à l'endroit des femmes, oui. à l'endroit des femmes modernes. Rapprochez-vous, oui. Est-ce que j'ai un message? Non, oui. C'est juste souhaiter une belle fête, une très très bonne fête à toutes les femmes. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. On ne va pas beaucoup parler. N'est-ce pas? Moi, je vais emboîter à Amandine. Je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes et je leur dis, soyez fiers d'être des femmes, tout simplement. Eh oui. Heureuse. Ah ben. Oui, le message, c'est de réfléchir. Hein? Surtout, battez-vous pour votre épanouissement. C'est l'essentiel. Eh oui. Merci beaucoup. Et nous avons aujourd'hui une femme à la réalisation. Je voudrais oui. aussi un clin d'œil à Christelle Saboran. qu'elle laisse ses machines, son pupitre. Voilà. De l'autre côté, qu'elle nous rejoigne, ce serait intéressant, mais ça va être un peu compliqué puisque c'est elle qui est aux commandes. Bonne fête aussi à toi, Christelle Saboran. Continue comme ça et nous en profitons pour saluer les Baguidi. Mathieu Sokenou, Robles Abouzoukan. Oui. Oui, le chef production. Oui, Gaëtan Passo, voilà. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amour des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.